C'est l'histoire d'une jeune femme courageuse qui croyait que la liberté était son droit de naissance. On part de ce principe-là aujourd'hui, surtout en France. Liberté, égalité, fraternité, liberté, n'est-ce pas? On oublie parfois que c'est assez récent comme notion, la liberté. Et de penser que parce qu'on est, on a le droit de respirer, on a le droit de boire de l'eau et on a le droit d'être libre, c'est récent. À une époque, c'était pas possible. Et elle, elle pensait qu'elle pourrait être libre. Et cette jeune femme est née au milieu du 19e siècle. L'Inde qu'on connaît unie aujourd'hui a été à cette époque une collection de centaines et de centaines de petits royaumes. Des royaumes princiers, pardon ? 426. 426 petits royaumes princiers. Il y avait des rois, il y avait des princes. Alors, il y en avait qui étaient grands, il y en avait qui étaient moins grands, il y en avait qui étaient tout petits, mais chacun était souverain chez lui. Et à cette époque, les Anglais sont venus libérer l'Inde. Souvent, les gens qui viennent, on ne les a pas forcément invités. Bon. En tout cas, ils sont venus libérer l'Inde. Et ils ont commencé à annexer beaucoup de territoires et de petits royaumes qu'ils avaient libérés. On passe de l'un à l'autre comme maître. Toujours est-il que c'est ainsi que l'histoire est faite, et chez nous c'était à peu près, c'était comparable. Quelle date sommes-nous aujourd'hui ? 13 novembre. Cette jeune fille, elle est née le 19 novembre. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de vous raconter son histoire. Je me suis dit, on peut célébrer son anniversaire. Le 19 novembre 1828, on n'est pas loin des 200 ans, hein, à Varanasi, que vous pouvez connaître également sous les noms de Kashi ou de Benares, qui est une ville du nord de l'Inde, juste sur les rives du Gange, est née Manikarnika, que sa famille appelait Manu, en petit surnom. Moi j'appelle ma fille Pirouette, Manikarnika était appelée Manu. Manikarnika est une icône de bravoure et de courage. Et elle est devenue l'une des figures de proue de la première guerre d'indépendance de l'Inde. Alors la première guerre d'indépendance de l'Inde a eu lieu pas longtemps plus tard, juste 20 ans après sa naissance, à 19 ans, en 1857, et c'est cette première guerre d'indépendance qui a commencé le mouvement d'indépendance de l'Inde, qui a duré 90 ans et qui s'est achevé en 1947 avec Mahatma Gandhi et la libération de l'Inde. L'Inde est aujourd'hui indépendante, c'est une nation libre. Ça fait pas longtemps, ça fait 75 ans cette année. On célèbre l'indépendance de l'Inde cette année. Moi, ça me touche. C'est chez moi. Donc, ces histoires que je vous raconte, elles me tiennent à cœur. Donc, Manikarnika, elle est née dans une famille brahmane de haute caste et elle a grandi dans la maison du souverain local, donc Varanasi. Et comme elle a grandi dans la maison du souverain, elle a reçu une éducation très inhabituelle pour une fille à cette époque-là, d'ailleurs même à notre époque. La société indienne est assez patriarcale. Les filles, normalement, sont éduquées à s'occuper des tâches domestiques, de la maison, et à être une bonne épouse et une bonne mère. Manikarnika n'a pas du tout eu cette éducation-là. Elle a grandi avec les garçons du domaine princier. Et donc, elle a appris comme eux. Elle a appris à lire et à écrire. Extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'une fille aurait besoin de savoir lire et écrire? Je vous le demande. Je vous signale que c'était pareil ici, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Elle a appris à faire du cheval, à monter à cheval. Elle a appris les arts martiaux. Et en plus de ça, elle a appris à se battre.
avec des armes. Complètement inédit. Mais bon, c'était un esprit libre, elle avait une personnalité plus grande que nature, et le souverain l'avait à la bonne. C'était la pitchounette et il lui passait tout. Donc oui, c'est une fille, mais bon, allez, à chaque fois qu'elle faisait quelque chose, c'est « Ah, Manou !» Voilà. À l'âge de 14 ans, qui est un âge tout à fait normal pour ça, elle a été mariée au Maharaja de Jhansi. Jhansi, c'était un état princier qui est dans le centre-nord de l'Inde, c'est à peu près à 460 km au sud de Delhi, pour vous situer à peu près. Ce Maharaja s'appelait Gangadhar Rao. Rao, c'est le nom de famille. Et il avait 45 ans. Ils avaient juste 30 ans de différence, mais c'est pas grave. Elle est née brahmane. Normalement, elle n'aurait pas pu épouser un prince. Mais il y avait pas mal de circonstances un peu extraordinaires autour de cette jeune fille. Donc elle épouse ce Maharaja. En deuxième noces, pour lui, il avait déjà eu une épouse qui ne lui avait pas donné d'enfant. Et il avait vraiment, vraiment besoin d'assurer la descendance. C'est pas juste pouponner, c'est qu'il faut assurer une descendance masculine pour pouvoir transmettre le royaume. Sinon, les Anglais récupèrent le royaume. Donc il épouse une jeune fille, 14 ans, Manikarnika. Il y a aussi un fait un petit peu exceptionnel. Il y a beaucoup de choses exceptionnelles dans cette histoire et dans ce personnage de Manikarnika. Elle avait donc des traits particulièrement masculins, donc elle avait ce désir de liberté, et elle a grandi avec ses possibilités qui n'étaient pas du tout féminines. Et Gangadhar, le Maharaj de Jhansi, apparemment était quelqu'un d'extrêmement tourné vers les arts, vers la poésie, et peut-être pas très très masculin. Et il passait parfois du temps, alors il passait beaucoup de temps avec les femmes, mais il passait pas mal de temps habillé en vêtements de femme aussi. Donc il avait ses petites particularités. On peut penser qu'il était... Aujourd'hui, on est en train de vivre une époque où justement les notions de genre deviennent de plus en plus floues. C'était peut-être un précurseur. Personne ne sait s'il était à voile et à vapeur ou à voile ou à vapeur. On ne sait pas, mais en tout cas, on sait qu'il était assez féminin. Et Manu, qui était très masculine, finalement, ils sont très très bien entendus. Leur union a très très bien fonctionné. Parce qu'il y avait cet équilibre, il y avait ces deux énergies masculines et féminines qui n'étaient pas forcément placées là où on les attendait, surtout pour l'époque, mais ça marchait très bien. Et les habitants de Jhansi étaient très très heureux. Ils ont fait beaucoup de choses et tout allait parfaitement bien. Ils s'entendaient très bien. Quelques années plus tard, Manu a même eu un enfant. Bon, elle avait 23 ans, donc ils ont mis le temps, tranquillement. Il faut juste vous dire une chose, c'est que Manu, elle a changé de nom, parce que la tradition à Jhansi, c'était que lorsqu'une jeune fille se marie, elle prenne un nouveau nom. C'est pas le nom de famille qui change, nous, c'est le nom de famille, quoique ça devient de plus en plus désuet. Moi, quand je m'étais mariée, j'avais pris le nom de famille à l'époque, mais on lui donnait carrément un nouveau nom. Donc Manu, quand elle s'est mariée, on l'a connue sous le nom de Lakshmi Bai. Lakshmi étant la déesse de la prospérité, c'était également la déesse attitrée de la famille du Maharaja de Jhansi. Donc à partir de maintenant, je ne l'appellerai plus Manu ni Manikarnika, mais Lakshmi Bai. Je vous ai donné son nom de naissance parce que là où elle est née, à Varanasi, Kashi, Banaras, je ne sais pas comment vous connaissez la ville, elle a les trois noms de toute façon, mais il y a un ghat, c'est le Manikarnika Ghat. Et c'est un des plus grands ghats de crémation. Donc son nom même de naissance est important. Donc Lakshmi Bai. Et elle est devenue reine. Et reine c'est Rani. Rani Lakshmi Bai. Ah, première partie déjà. Donc lorsqu'elle a 23 ans, elle donne naissance à un fils. Le peuple est en liesse, la descendance est assurée. Jhansi, l'état de Jhansi, va être tranquille, va pouvoir rester un état suzerain. 4 mois plus tard, le bébé meurt. Catastrophe. On ne sait pas pourquoi. Maladie congénitale, peut-être, on ne sait pas, mais en tout cas, il n'a pas survécu plus de 4 mois. Et pas longtemps après, moins de 2 ans après,
le Raja, le Maharaja, est tombé très malade. Déjà, il devait avoir pas loin de la soixantaine. Il est tombé très malade et ça a empiré assez vite. La descente n'a duré que quelques mois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Lakshmi Bai ne pouvait pas hériter. Il fallait un héritier mâle. Alors, ils se sont tournés vers la tradition hindoue, tradition millénaire, qui est que l'on peut adopter un héritier. Gangadhar lui-même était un héritier adopté et son frère qui avait été Maharaj avant également. Alors on adopte généralement dans sa famille, on va adopter un cousin, un oncle, c'est un petit peu comme ici. Tant qu'on avait des rois, s'il y en avait un qui n'avait pas de descendance, on allait chercher pour le prochain roi quelqu'un qui était de la famille, le plus proche. Mais d'accord, on a tous eu ça en Europe. Donc il adopte le fils d'un cousin, le petit garçon a 5 ans, on lui donne le même nom qu'ils avaient donné à leur bébé, Damodar. Nom de famille, Rao. Damodar Rao. Ils l'adoptent, ils font les papiers, ils envoient tout ça aux Anglais. Il y avait bien entendu, les Anglais étaient partout, donc il y avait une ambassade, un ambassadeur anglais, il ne portait pas ce titre, mais il y avait toujours quelqu'un du gouvernement qui était dans chacun des petits royaumes. Donc ils ont fait les papiers devant l'anglais qui a témoigné, qui a signé tout ça, et ils envoient vers le gouverneur général. Le lendemain de l'adoption, le Maharaja meurt. Je ne suis pas en train de gonfler l'histoire. À aucun moment, je ne vais exagérer quoi que ce soit. À aucun moment, je vous le précise. Le lendemain, Gangadhar meurt. Lakshmi Bai va être régente jusqu'à ce que Damodar soit en âge de régner. Pour l'instant, tout va bien. Sauf que, parce que si tout allait bien, ça n'aurait pas donné lieu à plus. À ce moment-là, les Anglais étaient en pleine expansion. On est dans le milieu des années 1800. Ils étaient en train d'annexer de plus en plus de territoires. Et le gouverneur général britannique, à ce moment-là, voit dans cette situation à Jhansi, il faut savoir que Jhansi était un riche État. C'était pas grand, mais c'était fortuné. Il voit là l'opportunité d'annexer Jhansi. Et le gouverneur général envoie une notification à Lakshmi Bai en disant « L'adoption ne passe pas. Ce n'est pas un fils naturel du Maharaja. Donc, Jhansi va être annexé par les Britanniques. Ce sont les Britanniques qui vont prendre le pouvoir. Et on donne une notification à Lakshmi Bai qu'elle doit quitter le palais du fort. Elle va recevoir une pension, mais c'est tout. Elle n'a droit à rien. La trésorerie de Jhansi, fermée à clé, c'est les Britanniques qui gèrent. Les bijoux héréditaires de la famille, ça va à la trésorerie. Donc, elle devient juste une veuve avec un enfant qui n'est personne quelque part et elle n'a plus droit à rien à part une pension qu'on lui a donnée. Et en plus, il faut qu'elle aille vivre ailleurs, des sous. Eh ben, elle est pas contente. D'ailleurs, elle le dit, il y a une phrase qui est très très célèbre. On l'a dit en Inde, tout le monde sait à quoi elle se réfère. Meri Jhansi na hindungi. Je n'abandonnerai pas mon Jhansi. Parce qu'elle sait très bien que ce n'est pas dans l'intérêt de son peuple ou de son royaume. Hein. Absolument pas. Les Britanniques, ils veulent juste annexer et prendre légalement. Meri Jhansi na hindungi. C'est une phrase hindi qui évoque toujours un sentiment extrême de patriotisme et de fierté nationale et d'émotion en Inde. Les Britanniques arrivent, la demoiselle est mise de côté, son fils, on n'en parle même pas. Pendant ce temps, la rébellion fomente en Inde. Au-delà des frontières de Jhansi, partout en Inde, il y a de plus en plus de mécontents. Les Britanniques ont fait beaucoup de bien à l'Inde, ils ont apporté le train, tout un réseau routier, mais, comme dans tout, il y a un équilibre. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des moins bonnes choses. Parmi les complaintes que l'on peut faire, c'est que les Britanniques n'ont pas beaucoup respecté les traditions, les us et coutumes des Indiens. L'Inde est un pays avec beaucoup de traditions.
très ancienne, millénaire. Et les Anglais, étant chrétiens, ne comprenaient pas forcément la façon dont les choses se passaient. Les Indiens se sentaient écrasés par le régime britannique. Ils avaient l'impression de ne plus pouvoir pratiquer leur métier. Il y a eu beaucoup de métiers qui ont dû évoluer parce que les Britanniques imposaient des nouvelles règles. Donc, mais comment est-ce que tu veux que je fasse mon métier? Il se fait comme ça depuis des centaines d'années, traditionnellement. C'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que toute ma famille a fait. Et maintenant, tu m'imposes des nouvelles règles. Mais bon, nous-mêmes, depuis 1 an et demi, on est en changement, il y a des nouvelles règles, tout ça. C'est pas forcément évident. C'est plus facile pour ceux qui étaient avant ou ceux qui naîtront avec les nouvelles règles. Mais à chaque fois qu'on est dans un changement, c'est dur. Et en plus de ça, les Britanniques cherchaient à imposer leur culture chrétienne, avec des habitudes, des us, des pratiques qui peut-être nous ne nous choquent pas. Mais je vais vous donner un exemple. Toutes les recrues de l'armée, les Indiens, alors quand je dis Indiens, c'est pas forcément que hindous, il y avait beaucoup de musulmans. En Inde, il y a à peu près toutes les croyances au monde. Pour être hindou, il suffit de croire en Dieu ou de ne pas croire en Dieu. On peut croire en un Dieu, on peut croire en une multiplicité de dieux, on peut croire en rien. Tout ça, ça rentre sous le chapeau de l'hindouisme. Ça n'exclut personne, en fait. Donc, quand je dis les Indiens, c'est toute religion confondue. Et aujourd'hui, on peut rajouter la chrétienté, le judaïsme, tout ce qui existe se trouve en Inde. Sauf qu'on imposait aux recrues militaires de l'armée indienne de devoir partir à l'étranger, si besoin était, de traverser la mer, de traverser l'eau. Aucun problème jusqu'à présent. Sauf que depuis à peu près 200-300 ans, on ne sait pas trop comment ça a commencé, mais il y a eu une espèce de courant de pensée en Inde, chez les traditionnels en particulier, qui disait qu'il ne fallait surtout pas traverser l'eau, il ne fallait pas aller trop loin en mer, parce que sinon on pouvait perdre sa caste. Ça a commencé avec les brahmanes. Les brahmanes, c'est la caste la plus élevée. Les brahmanes sont censés pratiquer des rites religieux au quotidien. Si on est en mer ou si on est à l'étranger, est-ce que l'on va avoir tout ce dont on a besoin pour pouvoir pratiquer le rite? Il y a 200 ans, est-ce qu'on trouvait du ghee quand on était en France? Du ghee, c'est du beurre clarifié. En Inde, tu le trouves à côté de chez toi, partout. Est-ce que tu vas trouver du riz basmati? Pas forcément. Est-ce que tu peux le faire avec du riz de Camargue? Ah, je sais pas, c'est la tradition. La tradition, c'est on ne change rien, on ne bouge pas d'un iota. Les textes sanscrits qui sont multimillénaires n'ont jamais bougé parce qu'ils n'ont pas été écrits avant il y a 1000 ans. Ils se transmettaient de la bouche à l'oreille sur plusieurs années. Un élève restait souvent avec son maître pendant des dizaines d'années pour tout apprendre par cœur. La moindre respiration, la moindre accentuation, tout était à l'identique. C'était pas écrit et sujet à interprétation, hein. Om Gurnanaham Tva Gurnapati Gum Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam. Pareil, il y a 5000 ans, c'était exactement pareil. Les mêmes respirations, les mêmes intonations, tout. Il y a que là, éventuellement, la vitesse qui peut changer. Donc, les brahmanes ont commencé à développer cette peur de si je vais à l'étranger, je ne vais plus pouvoir pratiquer mes rites au quotidien, mais donc je ne serai plus un brahmane. Et donc, ils ont commencé à flipper et à se dire je perds ma caste. Je suis donc un paria social. Quelque part, c'est une excommunication sociale. Ça avait commencé il y a 200-300 ans. Donc 200-300 ans en avant, avec une période de guerre, d'oppression, de tension sociale. Vous imaginez bien qu'en tension sociale, généralement, les choses ne s'adoucissent pas. Bien au contraire, tout monte en pression. Donc là, on est arrivé à un moment où ce n'était pas que les brahmanes. Tout le monde se disait, si on traverse la mer, il y a même des extrémistes qui disaient, il ne faut pas traverser les rivières. Si on traverse un cours d'eau, on perd notre caste et on devient un excommunié social. Pour un pays comme l'Inde, qui est extrêmement hiérarchisé au niveau social, c'est une catastrophe. On n'est pas à Nice, on n'est pas en 2020 ou 2021 ou peu importe. C'était extrêmement grave. Donc quand les Britanniques disent « vous êtes soldats de notre armée, peu importe votre origine », si on doit vous mobiliser quelque part et on vous fait traverser la mer, ils ont commencé à flipper. Mais ça, c'était qu'un exemple qui n'a pas de sens pour nous, mais qui avait du sens pour eux. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que pour les Britanniques, aucune de ces choses-là n'avait du sens. Je ne dis pas que les Britanniques, c'était beau, c'était les mauvais. Pas du tout. Ils ont une culture, les Indiens ont une autre culture.
clash de culture. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. Mais il y avait plein de choses comme ça. À un moment donné, il y a même eu une rumeur, alors est-ce que c'était vrai ou pas, que l'armée britannique faisait venir des nouvelles cartouches qui avaient été graissées pour mieux passer dans les fusils, sauf que ça avait été graissé avec de la graisse de porc. Autant les hindous que les musulmans, impurs par rapport à leur propre religion, leur propre croyance. Ça, plus le fait qu'on ne puisse plus pratiquer son métier comme avant. Il y avait trop de changements. Les Indiens se sentaient oppressés, opprimés, étouffés. La rébellion a éclaté à un moment donné. Et les Anglais, à ce moment-là, ne se sont pas trop occupés de Jhansi, c'était sous contrôle. Ils ont commencé à essayer d'étouffer un petit peu ce qui se passait, parce que ça pétait de tous les côtés. Ça a pété au printemps 1857. L'Inde a été libérée en 1947. Donc, le début du mouvement de libération, 1857. Première guerre d'indépendance qui commence. Donc, la rébellion commence à s'étendre d'une ville à une autre et arrive à Jhansi. Quelques soldats indiens, je ne dis pas hindous ou musulmans, indiens, dans le fort de Jhansi, se rebellent contre les gradés militaires. C'est pas les gradés. Les officiers, merci. Oui. Donc, il y avait quelques officiers britanniques à Jhansi, histoire de régir, puisque Rani Lakshmibai, allez, Challo, dégage, prends ta pension et pars avec ton fils. Ils se sont rebellés, ils ont massacré les officiers britanniques. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Ils les ont massacrés, ils ont également massacré leurs femmes, leurs enfants. Ça a été un carnage. Il y a eu entre 50 et 60 personnes qui ont été massacrées. Tous des Britanniques. Ce sont des choses qui arrivent. L'armée britannique était occupée sur d'autres fronts. À ce moment-là, Lakshmibai, qui n'était pas loin, elle est là, on va la chercher pour lui dire, écoute, c'est la pagaille, on a besoin que quelqu'un prenne la charge. Qui y va? Il n'y a plus de Britanniques. Sinon, Jhansi, ce serait devenu un repère de bandits. On est venu la trouver pour lui dire il faut absolument rétablir l'ordre. Donc elle revient. Et elle prend la charge des rebelles qui sont là. Certains s'en vont et elle organise ça. Et là, elle fait appel aux Britanniques. Elle leur dit, je viens de prendre la main, mais bon, il y a ça. Pas de réponse. Elle leur demande de l'aide. Ils ont annexé Jhansi. C'est leur problème. Ils sont censés venir défendre. Elle fait appel à eux. Pas de réponse. Ils sont occupés ailleurs. Ça ne les intéresse pas. Là, elle change. Parce qu'entre-temps, elle a également écrit plusieurs lettres de pétition pour expliquer que l'adoption avait été faite dans les règles, signée par un officier anglais. Tout avait été accepté. C'est juste le Grand Ponte qui n'a pas accepté. Mais elle avait envoyé plein de lettres de pétition. Pendant 3 ans, elle a envoyé des lettres de pétition. Pas une réponse. Jamais. Là, elle demande de l'aide aux Britanniques. C'est devenu votre gouvernement. Et là, on a des problèmes. Venez défendre. Pas de réponse. Bon. Elle a décidé de prendre les choses en main. Elle a réuni une armée, des rebelles, pas que des rebelles, tous ceux qui voulaient bien. Et elle a commencé à mobiliser non seulement des hommes, mais des femmes aussi. N'oublions pas que Lakshmibai, elle n'a pas reçu une éducation très féminine. Il y a d'autres nanas qui la regardaient avec des yeux grands comme ça, et puis elle a dit, prenez les armes, on a besoin de monde, c'est pour défendre Jhansi. Mary, Jhansi na hindungi. Je n'abandonnerai pas Jhansi. Donc elle a embauché des femmes, elle leur a appris comment se battre. Imaginez vos arrière-grand-mères qui passaient leur temps à la maison, avec le rouleau à pâtisserie, à laver des vêtements, à s'occuper des petits. Imaginez, c'est les mêmes femmes. Imaginez, elles avaient 20, 30 ans, et on leur dit, intégrez les rangs de l'armée, on va vous apprendre à vous battre. C'est la même situation. Elles n'ont pas l'habitude, elles ne doivent pas savoir, mais elles veulent défendre leur pays, elles veulent défendre chez elles. Donc, pendant 9 mois, Jhansi va être en paix sous le règne de Lakshmibai. Lakshmibai était certes une reine assez non conventionnelle, pour ne pas dire excentrique,
Mais elle était très très aimée par son peuple parce qu'elle était une excellente administratrice. Elle avait beaucoup de compassion aussi. Elle aidait les gens sans distinction de caste. Alors c'est bien d'aider les gens, mais quand on va et qu'on a quelqu'un de patibulaire, mais presque, elle ne faisait aucune différence. Son job n'était pas forcément de s'occuper des gens, mais elle s'occupait de tout le monde. Donc on connaissait son courage, on connaissait ses capacités, et en plus de ça, elle avait de la compassion, et elle était très bonne administratrice. Tout le monde l'adorait. À ce moment-là, elle a commencé à porter le turban. C'est quand même un accessoire masculin, le turban. Mais elle a pris la direction de l'armée. Ah oui, le turban, c'est un accessoire masculin. La femme, elle est habillée en sari, machin, elle n'était pas toujours en sari. Hein. Elle entraîne les femmes à monter à cheval, à se battre avec une épée, le bouclier. La paix dure 9 mois. Les Britanniques ont étouffé quelques poches à droite à gauche. Et là, ils décident de venir s'occuper de Jhansi. La mutinerie, là, qui a tué une 50aine ou 60aine d'officiers britanniques, ça n'a pas plu au gouverneur général britannique de l'Inde. Ça n'a pas plu du tout. Et ils ont mis ça sur le dos de Lakshmi Bai. Ils se sont dit, à tous les coups, c'est elle qui a poussé, qui a provoqué les gens du coin à se rebeller. Donc ils ne voulaient même pas savoir qu'elle était bonne gouvernante de trucs et tout. Rien du tout. Ils lui ont envoyé une missive. Ils sont arrivés devant les portes de la ville. Ils ont mis siège au fort. Et le général a envoyé un petit message. Il a exigé la reddition totale de la ville, là maintenant tout de suite. Si la reddition était refusée, s'ils n'acceptaient pas de se rendre, la ville serait détruite et la Rani, la reine de Jhansi, serait exécutée. Après délibération, elle n'a quand même pas répondu du tac au tac, hein. Après délibération, Lakshmi Bai a fait une réponse que je vais vous lire. Sa proclamation, c'était « Nous nous battons pour l'indépendance », selon les mots du Seigneur Krishna dans la Bhagavad Gita. Si nous sommes victorieux, nous profiterons des fruits de la victoire. Si nous sommes vaincus et tués sur le champ de bataille, nous gagnerons sûrement la gloire éternelle et le salut. En gros, ça dit on se battra jusqu'à la mort. Les Britanniques attaquent. La Rani de Jhansi part en guerre avec tout ce qu'elle a. Avec toutes ses tripes, avec le peu de choses qu'elle a, mais elle met tout. Elle mène sur le front de bataille. Elle fait les sorties. Elle est habillée en guerrier. Elle y va. Ils tiennent 2 semaines. Sauf qu'à un moment donné, les Britanniques commencent à bombarder avec des canons. Donc, ils retournent à l'intérieur du fort. Les soldats sont sur les murs, ils tirent avec les fusils. Pendant ce temps-là, les femmes, vite, se précipitent pour panser les blessures et également combler les brèches dans les murailles. Les boulets de canon, ça fait des gros trous. On rentre par un trou. L'idée, c'est d'empêcher les gens de rentrer, on est d'accord. Donc les femmes, vite, comblées avec des pierres. Donc je vous ai dit, ça a duré 2 semaines, la plaisanterie. À un moment donné, il n'y avait plus de munitions pour tirer les canons. Donc quand il n'y avait pas de munitions, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des pierres et des rondins de bois et les balançaient sur l'ennemi qui était en bas des murs. Les Britanniques ont décidé de changer de tactique parce que, oh là là, ces Indiens, ils résistent. Pas bien. Souvenez-vous qu'on parle de 2 cultures très différentes. Les Britanniques ont fait mettre leurs canons devant un des temples du fort de Jhansi. Donc ils étaient à l'extérieur, il y avait le temple, il y avait les murailles du fort au-dessus. Et ils ont commencé à tirer
à cet endroit-là. Les défendeurs qui étaient à l'intérieur ne pouvaient pas tirer sans risquer de détruire leur propre temple, le lieu où ils vont s'adresser au divin. Culturellement, les lieux qui sont consacrés, ils sont importants, même chez nous. Les églises sont importantes, on ne va pas tirer sur une église si on peut éviter. Vous vous souvenez, à l'époque du Moyen-Âge et même après, quand il y avait un problème, si on prenait refuge dans une église, personne ne pouvait nous toucher, c'est un sanctuaire. Et grâce à ce stratagème, je ne dirai pas de mots, grâce à ce stratagème, les Britanniques ont réussi à percer les murailles du fort et à rentrer par la brèche. Ils sont entrés. Et là, ça a été le massacre. Ils prennent d'assaut la forteresse, les femmes prennent les armes aux côtés de leurs hommes. Ouais, elles se sont entraînées pendant 9 mois, à mon avis, elles étaient plus douées en cuisine qu'au combat. Mais elles prennent quand même les armes et elles se battent dans toutes les rues de Jhansi, dans chacune des pièces du palais, partout. Tout le monde se battait parce que c'était un combat pour leur survie. Il y a le chirurgien de campagne de l'armée britannique qui a écrit dans ses mémoires quelques années plus tard, il a écrit « Des combats de rue avaient lieu dans tous les quartiers. Des tas de morts gisaient tout le long des remparts et dans les rues. Ceux qui ne pouvaient pas se sauver précipitaient leurs femmes et leurs enfants et leurs bébés dans des puits et puis s'y jetaient eux-mêmes. » La ville était en flammes. Le dernier soir, la dernière nuit, Rani Lakshmibai prend son fils, qui avait 10 ans. Elle l'attache dans son dos. Et elle franchit la muraille de la ville. Elle saute à cheval. Elle s'enfuit dans la nuit. Avec juste quelques hommes. Je ne vous dirai pas le nombre, parce qu'il y en a qui disent 4, il y en a qui disent 20. Mais bon, quelques hommes. Il y a sa plus proche amie qui s'est déguisée en la reine, qui a mis les atours, les habits habituels de la reine, qui a fait un baluchon et qui l'a mis sur son dos et qui est partie vers les Britanniques pour distraire, pour leur faire croire qu'elle était la reine Lakshmibai, pour que la vraie Lakshmibai, pour lui gagner du temps, pour qu'elle puisse passer entre les lignes ennemies et s'enfuir avec Damodar, qui était l'héritier. Les Britanniques ont ravagé Jhansi pendant les 3 prochains jours. Il y a eu, on estime qu'il y a eu 5000 personnes tuées. Toute la population, ou presque. Jhansi a été transformé en cimetière. Il n'y a eu aucun quartier donné, même pas aux enfants ou aux femmes. 5000 personnes. N'ayant plus d'autre option, Lakshmibai décide de rejoindre les forces rebelles. Et elle commence à rassembler une armée avec les factions rebelles dans une ville pas très loin qui s'appelle Gwalior, où il y avait un énorme fort. Alors Gwalior, au début, le Raja de Gwalior était pro-britannique. Lakshmibai est arrivée une fois de plus, il n'y a pas d'exagération, elle était à la tête de ses troupes, les troupes se sont arrêtées en bas, Gwalior est sur une colline, elle est montée toute seule, elle est montée les remparts à cheval, en criant « Liberté !»« Har Har Mahadev ! Har Har Mahadev !» C'est la liberté de l'Inde. Et ils allaient tirer sur elle, les gardes de Gwalior, et puis il y en a un qui a dit « Mais attends, je la reconnais !» C'est Lakshmibai de Jhansi. Et en fait, les gens qui vivaient à Gwalior, les soldats, les officiers de Gwalior, ils étaient tous pro-libération de l'Inde, avec le Maharaja qui était pro-britannique parce que ça l'arrangeait bien. Et en fait, il y a eu une mutinerie instantanée à Gwalior, il n'y a pas eu une seule goutte de sang qui ait été versée, parce que tout de suite, ils lui ont ouvert les portes. Lakshmibai Rani Lakshmibai ki jai. Entre, emmène tes troupes. Le Maharaj, non, mais tiens, viens t'asseoir sur mon trône, non. Il était tout seul contre toute sa garnison. Donc elle est venue, elle n'a pas pris
le leadership de toutes les troupes. Elle a cédé le leadership à l'un des autres rebelles, un homme. Mais elle faisait partie des 4 ou 5 leaders de toute la rébellion indienne dans la région. Et tout de suite, elle a insisté pour préparer Gwalior contre l'attaque imminente des Britanniques. Elle a dit, ils ne vont pas s'arrêter là. Ils ne vont pas s'arrêter là. On lui a dit, non, tu sais, il y a un peu de temps, parce que là, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Gwalior, c'est une forteresse quasi imprenable, on est tranquille. Tu parles. 1 mois plus tard, les Britanniques étaient là. 1 mois plus tard. Et puis, ils ont attaqué. Ceux qui étaient dans Gwalior se sont défendus. Les Britanniques ont contre-attaqué. Non seulement ils avaient du monde, mais ils avaient une grande habitude de la guerre. En Inde aussi, mais ils n'étaient pas aussi unis. Tu as plusieurs chefs qui n'ont pas forcément donné un ordre commun. C'est ce qui s'est passé en Gaule. Hein. Quand César est arrivé, c'est exactement la même chose pour les Gaulois. Donc, un matin de juin, on est en 1858, un matin de juin brûlant, il fait chaud en juin, je vous le dis pour connaître. Rani Lakshmibai, la reine de Jhansi, habillée en soldat de cavalerie, mène résolument ce qui reste de son contingent de Jhansi. Elle les mène au combat. Et même ses servantes, c'est même pas les nanas qu'elle a entraînées à Jhansi, hein, tout le monde. Ses servantes, probablement de Gwalior, s'habillent d'uniformes masculins. Bon, déjà, pour monter à cheval en sari, c'est moins pratique. Mais il y a aussi le geste. Elles s'habillent de vêtements masculins. Elles rejoignent les troupes. Et tout le monde va sur le champ de bataille. C'était terrible. Ils se battent avec acharnement. Mais à un moment donné, Lakshmibai est blessée. Elle est à cheval, elle est blessée. Alors, on dit que c'était un coup de carabine. On dit également que c'était un coup d'épée. On ne sait pas trop. Toujours est-il qu'elle est blessée assez gravement et elle tombe de cheval. Et alors qu'elle gît au bord de la route, ensanglantée, elle reconnaît le soldat qui lui a tiré dessus, ou qui l'a blessé en tout cas. Et là, elle le tue lui d'un coup de carabine. Il y a 200 ans, il y avait des carabines hein, aussi. Donc il y avait les épées, il y avait des lances, il y avait également des carabines. Donc elle le voit, elle le reconnaît, et elle lui tire dessus d'un coup de carabine. De pistolet, pardon. Elle lui tire dessus d'un coup de pistolet. Sauf qu'elle le loupe, ou en tout cas, elle ne le tue pas. Parce que lui, il a sa carabine, c'est ça que j'avais mis en tête. Et j'ouvre les guillemets, voilà ce qu'il a dit, puisqu'il n'est pas mort. Il a dit, il abat la jeune femme d'un coup de carabine. Donc elle lui a tiré dessus et lui. Elle avait 30 ans. Le chef des troupes britanniques aurait déclaré à la fin des combats: la mutinerie indienne n'a produit qu'un seul homme. Et cet homme était une femme. La Rani était remarquable par son courage, sa bravoure, son intelligence et sa persévérance. Sa générosité envers ses subordonnés était sans limite. Ses qualités, combinées à son rang, en faisaient la plus dangereuse de tous les chefs rebelles. Même si c'était une dame, even if she was a lady, pas woman, even if she was a lady, une dame, elle était le meilleur et le plus courageux des chefs militaires des rebelles. C'est son ennemi qui a écrit ça d'elle. La mutinerie indienne n'a produit qu'un seul homme, et cet homme était
c'est une femme. Aujourd'hui, Rani Lakshmi Bai et son combat ont été immortalisés en Inde, bien entendu. Puis par-delà les frontières de l'Inde, parce que voilà, je vous raconte son histoire. C'est son anniversaire la semaine prochaine, le 19. Des rues, des collèges, des universités portent son nom. Il y a des statues qui sont érigées un petit peu partout, de elle à cheval, avec son fils attaché dans son dos. Vous imaginez, cheval cabré, elle est dessus, le gamin dans le dos, strappé, avec une épée à la main. Et près d'un siècle après sa mort, l'armée nationale indienne a formé une unité entièrement féminine qui a aidé le pays dans la bataille de l'indépendance dans les années 40. Et ce régiment uniquement féminin s'appelait Régiment Rani de Jhansi. Rani Lakshmi Bai ki jai. Alors je pleure assez souvent, mais là, des héros et des héroïnes du quotidien. L'Inde est indépendante aujourd'hui. Elle a été sous domination moghole, puis anglaise pendant 1000 ans à peu près. Les Moghols ont commencé à arriver en 800. Les Anglais sont arrivés en 1800. L'Inde est indépendante depuis 75 ans. Et je souhaite qu'on puisse bientôt y retourner. Les frontières commencent à s'ouvrir. Les visas commencent enfin à être redélivrés. Donc voilà. Merci. La suite sera peut-être moins dramatique.